Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette nouvelle exploration en profondeur, je suis votre hôte et aujourd'hui, on va plonger dans un document qui, franchement, pourrait avoir l'air un peu poussiéreux à première vue. Bonjour Sam. C'est vrai que quand on parle des principes fondamentaux du droit pénal, on imagine tout de suite des vieux grimoires. Ouais, exactement. Mais notre mission aujourd'hui, c'est pas du tout de faire un cours magistral, hein. On a sous les yeux cette liste de 8 règles de base et on va essayer de comprendre ce qu'elles signifient vraiment pour notre quotidien et nos libertés. Et c'est là que ça devient passionnant. Parce que ces 8 principes, en fait, c'est pas juste des contraintes légales, c'est le véritable code source de notre société. Le code source, carrément. Gigantesque de l'État d'un côté et les droits de l'individu de l'autre. Bon, décortiquons tout ça. Parce que, avant même d'arriver au tribunal ou de parler d'un crime, il faut déjà qu'on se mette d'accord sur les règles du jeu. Et ces règles, visiblement, elles sont pas négociables. Non, pas du tout. C'est ce qu'on appelle le principe d'ordre public. En gros, ça veut dire que la loi pénale s'impose à tous de manière impérative. Vous ne pouvez pas faire un petit arrangement privé dans votre coin pour l'ignorer. C'est un peu comme si on prend l'analogie d'un sport de contact. Imaginons deux boxeurs dans les vestiaires. D'accord. Ils s'entendent, ils signent un contrat privé qui dit ce soir, on oublie les règles de la fédération, on a le droit de se donner des coups de pied à la tête. Ah oui, je vois très bien. Et que va faire l'arbitre sur le ring? Dès la première infraction, il va arrêter le combat et les disqualifier, même s'ils lui montrent leur petit contrat signé. Exactement, parce que l'arbitre, il ne protège pas seulement les deux joueurs, il protège l'intégrité du sport lui-même. C'est la même chose pour l'État. C'est-à-dire. Eh bien, pour pacifier la société, l'État s'est réservé le monopole de la violence légitime. On ne peut pas privatiser la violence. Pensez au duel au XIXe siècle, par exemple. Ah oui, les deux aristocrates qui veulent laver leur honneur. Voilà. Ils étaient adultes, consentants, mais la loi disait non. La protection de la vie a une valeur supérieure à leur liberté de s'entretuer. D'accord. Donc l'État pose un cadre incontournable, c'est le principe numéro 1. Mais le principe numéro 2 est beaucoup plus rude, je trouve. C'est le fameux « nul n'est censé ignorer la loi C'est rude, oui. ». Non mais, c'est même presque une forme de gaslighting de la part de l'État, non? L'administration nous pond des dizaines de milliers de pages de code, des décrets obscurs qui changent tous les 4 matins, et après, on va punir un citoyen ordinaire parce qu'il n'a pas mémorisé toute la bibliothèque? C'est impossible, même pour le meilleur avocat du monde. Si on relie ça à une vision plus globale, c'est ce qu'on appelle une fiction juridique. Personne ne prétend que c'est humainement possible de tout savoir, pas même ceux qui rédigent ces lois. Mais alors, pourquoi on garde cette règle si c'est un mensonge? Ce n'est pas un mensonge pour tromper, c'est un postulat artificiel indispensable. Sans cette fiction, le système judiciaire s'effondre littéralement en quelques jours. Attendez, comment ça il s'effondre? Si je prouve de bonne foi que je connaissais pas une règle fiscale hyper obscure sur un compte à l'étranger, pourquoi ça ferait s'effondrer la justice de m'excuser? À cause de la charge de la preuve. Dans un état de droit, c'est à l'accusation, donc au procureur, de prouver votre culpabilité. Ouais, logique. Mais si l'ignorance devenait une excuse valable en droit, quelle serait la stratégie de défense de tout le monde? Ah, de dire je savais pas, évidemment. Voilà, du voleur de pommes au grand criminel en col blanc, tout le monde plaiderait l'ignorance. Du coup, le procureur ne devrait pas seulement prouver que vous avez volé de l'argent, il devrait aussi prouver de manière irréfutable ce qui se passait dans votre tête au moment des faits. Ah ouais. Il devrait prouver que vous aviez lu et compris l'article de loi avant d'agir. C'est impossible. Donc accepter cette excuse, c'est paralyser la justice. C'est super intéressant vu sous l'angle de l'ingénierie du système. On accepte une prémisse qui est fausse, dans la réalité, cette omniscience du citoyen, juste pour que la machine puisse tourner. C'est exactement ça. Mais du coup, si le citoyen accepte de porter ce fardeau, d'être présumé tout savoir, il faut bien qu'il y ait un contre-pouvoir, non? L'État ne peut pas exiger la perfection de notre part et laisser ses juges faire ce qu'ils veulent. Et c'est là qu'interviennent les principes 3 et 4 de la LAC. L'interprétation stricte de la loi et la légalité des délits et des peines. La contrepartie, elle est draconienne pour l'État. Le juge ne peut appliquer que la loi, strictement la loi telle qu'elle est écrite. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que ça crée un paradoxe assez fou. Imaginons qu'une personne commette un acte moralement ignoble. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est horrible. Oui, Mais si ce n'est pas écrit noir sur blanc dans la loi, le juge ne peut rien faire. Il doit le relâcher. absolument. Et c'est souvent là que l'opinion publique s'indigne. On voudrait une justice de bon sens qui dise « c'est pas dans le texte, mais c'est tellement mal que je vous condamne quand même ».
Mais en droit pénal, le raisonnement par analogie est totalement proscrit informatique dans les années 80. Oh, excellent exemple. Un pirate s'infiltre dans le serveur d'une banque. Il copie des milliers de données confidentielles, mais, et c'est important, il ne les efface pas. Il garde juste une copie, C'est ça. Et à l'époque, comment le code pénal définissait-il le vol? comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Et la chose, dans un texte du 19e siècle, c'est un objet physique, un sac d'or, une chaise. Voilà, le juge s'est retrouvé coincé. Moralement, le pirate a fait quelque chose de mal pour s'enrichir. Mais a-t-il physiquement soustrait un objet? Non. Il a dupliqué de l'information immatérielle. Et le juge n'a pas pu l'interpréter. Dire, bon, de la donnée, c'est un peu comme un objet, on va dire que ça passe. Surtout pas. Si le juge s'autorise cette flexibilité, c'est la porte ouverte à l'arbitraire. Tant que le Parlement n'avait pas voté une nouvelle loi spécifique pour la fraude informatique, on ne pouvait pas condamner pour vol. C'est frustrant quand on y pense. Surtout aujourd'hui, avec toutes les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, on a toujours l'impression que la loi a un train de retard, et on voudrait que le juge s'adapte. C'est tentant, mais c'est un poison mortel pour la démocratie. Pensez-y, si on permet à un juge d'élargir la définition du vol, on lui permet demain d'élargir la définition de la rébellion ou de l'atteinte à la sûreté de l'État. Ah oui, d'un coup, ça fait peur. Un juge pourrait dire qu'un rassemblement pacifique, par analogie, ça ressemble un peu à une émeute, et vous envoyer en prison. Cette interprétation stricte, c'est la seule garantie que le pouvoir d'enfermer des gens reste aux mains des élus qui votent la loi, et pas dans la créativité d'un magistrat. C'est le triomphe de la prévisibilité. Pas d'infraction sans texte. On ne peut pas être pris en traître. Bon, ça c'était pour les 4 premiers principes. L'ordre public, l'omniscience présumée, la légalité et l'interprétation stricte. C'est la base de l'édifice, oui. Maintenant, imaginons que la personne est bel et bien accusée, selon un texte précis. Comment le système garantit que la machine ne va pas juste l'écraser? Et là, on arrive aux principes 5 et 6, l'égalité, qu'on appelle l'isonomie, et la personnalité des peines. Ce qui est fascinant ici, c'est que ces deux principes fonctionnent main dans la main pour isoler l'individu. L'isonomie, d'abord, c'est l'idée que la loi s'applique de la même manière à tout le monde. Ça nous paraît évident aujourd'hui, mais à l'échelle de l'histoire humaine, c'est qu'une anomalie totale. Complètement. Pendant des siècles, la justice était fondamentalement inégalitaire. Ouais, un noble et un paysan qui commettaient le même meurtre, ils n'avaient pas le même tribunal, pas la même procédure, et même pas la même méthode d'exécution, quoi. C'est ça, le statut social pesait plus lourd que l'acte lui-même. Aujourd'hui, l'isonomie rend la justice aveugle à ce statut. Et ce principe s'articule avec une protection vitale, la personnalité des peines. Ça veut dire que seule la personne qui a commis une infraction est punie. La famille ne paye pas. Exactement. Et là encore, historiquement, c'est une révolution. Sous l'Ancien Régime, si un homme commettait une autre trahison, on le condamnait à mort, mais on confisquait aussi tous les biens de sa famille, on détruisait sa maison, on bannissait ses enfants. C'était la notion de corruption du sang, c'est ça? Le crime infectait toute la lignée. Sans parler des vendettas, où on pouvait tuer n'importe quel membre du clan de meurtriers. Voilà. En instaurant la personnalité des peines, la justice opère comme une frappe chirurgicale. Un parent ne purge pas la peine de son enfant et un enfant n'hérite pas de la dette pénale de son père. C'est un cercle de protection absolu. L'État ne peut plus utiliser la justice pour terroriser les communautés entières. C'est vraiment la protection de l'individu isolé face au système. Mais justement, comment cet individu isolé peut-il se défendre une fois au tribunal? C'est la question des deux derniers principes. Oui, les principes 7 et 8. Garantir un processus équitable et définitif. D'abord, le procès lui-même, c'est pas juste un enregistrement, c'est le principe du contradictoire et le droit de la défense. Le contradictoire, ce n'est pas qu'une question de politesse, hein. C'est pas juste dire « on va écouter l'accusé pour être gentil ». C'est le moteur même du procès pour extraire la vérité. C'est un dialogue obligatoire, pas un monologue. Exactement. La justice pénale part du postulat que la vérité ne sort pas toute seule du discours convaincant d'un procureur, même s'il est très honnête, elle naît du choc entre deux thèses opposées. C'est un peu le crash test de l'accusation, quoi. Sans la défense, tous les autres principes qu'on vient de voir s'effondrent. Si je ne peux pas me lever au tribunal avec mon avocat pour dire « Attendez, le texte n'est pas interprété strictement ici », les règles ne servent à rien. Les droits de la défense, c'est l'antivirus de notre code source pénal, pour reprendre votre analogie du début. Ça teste le système en temps réel pour vérifier que l'État n'a pas triché. Mais même avec un avocat, le combat est hyper déséquilibré, non? L'État a des enquêteurs, des experts, des budgets massifs. Moi, en face, j'ai mes économies et ma santé mentale qui font la vue d'œil. Cela soulève une question importante et c'est précisément ce qui justifie notre tout dernier principe.
le fameux non bis in idem. On ne peut pas être jugé 2 fois pour les mêmes faits. Voilà. Imaginez que ce principe n'existe pas, vous passez des années à vous défendre, vous hypothéquez votre maison, votre réputation est détruite, et finalement, le juge vous acquitte parce que les preuves sont insuffisantes. Ouf, le soulagement. Sauf que, si le non bis in idem n'existait pas, le procureur pourrait très bien dire « Ah, dommage pour aujourd'hui, on rouvre l'enquête demain et on refait un procès le mois prochain. » Non, mais ce serait une torture. L'État, avec son budget inépuisable, finirait par me briser par simple épuisement. C'est pour ça que la puissance publique n'a qu'une seule chance. C'est le one-shot. L'État doit arriver avec un dossier béton. S'il échoue, l'affaire est close définitivement. La sécurité juridique exige que la personne puisse reprendre sa vie sans vivre dans la terreur perpétuelle d'un nouveau procès. Alors qu'est-ce que tout ça veut dire? Quand on regarde l'architecture complète, c'est d'une cohérence vraiment folle. C'est une mécanique de haute précision. Ouais, on refuse les accords privés pour garantir l'ordre public. On exige que tous connaissent la loi pour pas paralyser le système, mais en échange, on bride totalement la créativité des juges pour éviter la tyrannie. On isole la faute sur le seul coupable, on organise un combat loyal et on force l'État à lâcher l'affaire une fois la décision rendue. Chaque rouage agit comme un contrepoids, et ces principes, il faut bien comprendre qu'ils ont été forgés dans la douleur. Ce sont les leçons tirées des bûchers de l'Inquisition, des justices de classe, des abus de pouvoir de l'histoire. C'est magnifique sur le papier. Mais, pour finir, on ne peut s'empêcher de voir une tension philosophique majeure dans tout ça. Un paradoxe qui s'aggrave avec notre époque moderne. Vous pensez à la complexité des textes? Exactement. D'un côté, on a vu que pour empêcher le juge d'interpréter, il faut des textes d'une précision chirurgicale, extrêmement technique, surtout aujourd'hui avec la fraude algorithmique, la bioéthique, etc. C'est vrai que la sophistication de la loi est telle qu'il faut des années d'études pour en maîtriser juste une toute petite fraction. Et c'est ça qui donne le vertige. Comment on peut concilier cette complexité folle, réservée aux experts, avec l'obligation de base qui dit que nul n'est censé ignorer la loi? C'est le grand écart de notre démocratie. Ouais, on a bâti un système parfait pour se protéger de l'arbitraire, mais il est devenu tellement complexe qu'il est presque étranger aux citoyens qu'il protège. À quel moment cette fiction juridique dont on parlait au début, cette exigence de savoir imposée aux citoyens, devient-elle trop lourde à porter? Si le code source de la justice ne peut être déchiffré que par une élite, que reste-t-il de notre contrat social? C'est une excellente question. C'est une réflexion qu'on laisse ouverte pour tout le monde. La prochaine fois qu'une affaire complexe fera les gros titres et suscitera l'indignation, gardez ça à l'esprit. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration et à très vite pour une nouvelle plongée dans nos institutions.